Imaginez vivre dans un endroit où, pendant des siècles, votre peuple a dû se battre pour sa terre, son identité, sa liberté. Un endroit qui a été convoité par les empires, envahi, divisé et battu, mais qui n'a jamais capitulé. Le Maroc n'est pas seulement un pays, c'est l'histoire vivante de la résistance, de la dignité et du dépassement des défis. C'est l'histoire d'un peuple qui, maintes fois, s'est soulevé là où beaucoup le croyaient vaincu. Si vous vous êtes déjà senti sous-estimé, si on vous a déjà fait croire que vous ne pouviez pas le faire, alors cette histoire est aussi pour vous. Parce que l'histoire du Maroc montre qu'aucun défi n'est plus grand que la volonté d'un peuple déterminé à être maître de son destin. Aujourd'hui, je vous invite à découvrir une histoire qui ne parle pas seulement de guerres ou de conquêtes, mais une histoire de fierté, de foi, de culture, de résistance, et surtout d'un peuple qui n'a jamais laissé personne lui voler son identité. Avant de commencer, je voudrais vous demander quelque chose de très spécial. Si vous êtes aussi passionné par ce sujet que moi, abonnez-vous à la chaîne dès maintenant et activez la cloche, car cela nous permet de continuer à vous proposer des histoires qui méritent d'être racontées. Et laissez-moi un commentaire ci-dessous en disant « Le Maroc, terre de résistance et de fierté ». Ce simple geste ne consiste pas seulement à soutenir cette chaîne. Il s'agit d'aider davantage de personnes dans davantage de coins du monde à découvrir l'incroyable histoire du Maroc. Votre commentaire et votre abonnement sont la clé pour que cette connaissance atteigne beaucoup plus loin. Ça vous tente? Alors, commençons ce voyage ensemble. 1. Les premiers colons et l'héritage berbère. Remontons le temps, très loin dans le temps. Imaginez un Maroc qui ne s'appelait pas encore Maroc. Il n'y avait ni ville, ni mosquée, ni palais, juste de vastes étendues, des montagnes imposantes, des déserts à perte de vue et des côtes surplombant l'Atlantique et la Méditerranée. C'est ici que tout commence. Il y a plus de 10 000 ans, les premiers êtres humains décidèrent de s'installer sur ces terres. Il s'agissait de communautés de chasseurs, de cueilleurs, puis d'agriculteurs. Ces premiers habitants n'étaient autres que les Amazighs, connus dans le monde entier sous le nom de Berbères, un mot qui, curieusement, vient du grec « barbare », mais ils ne se sont jamais appelés ainsi. Ils se nommaient Imazigen, ce qui signifie « homme libre », et ils étaient libres comme le vent du désert. Les Berbères ne formaient pas un peuple unique, mais plutôt un groupe de tribus parlant différentes variantes de leur langue et réparties à travers l'Afrique du Nord. Ils se sont adaptés comme peu d'autres à la diversité des paysages, des sommets enneigés de l'Atlas au désert brûlant du Sahara en passant par les vallées fertiles. Leur vie était centrée sur la nature. C'étaient des bergers, des agriculteurs et des commerçants expérimentés. Ils savaient survivre dans des conditions extrêmes et exploiter les richesses de la terre. Ils cultivaient du blé, de l'orge, des dattes et élevaient des chèvres, des moutons et des chameaux. Mais ils n'étaient pas seulement des peuples isolés. Ils commencèrent bientôt à développer quelque chose de bien plus profond. Une culture riche, avec des traditions orales, des symboles gravés dans la roche et un profond sentiment d'appartenance à la terre. Les Berbères possédaient leur propre dieu avant l'arrivée des grandes religions monothéistes. Ils croyaient aux esprits de la nature. Les montagnes, les rivières et les arbres étaient sacrés. Leurs rituels, leurs tatouages et leurs symboles subsistent encore dans de nombreuses régions du Maroc. Et un point essentiel, leur esprit d'indépendance. Malgré l'avènement de nombreux empires, romains, arabes, européens, au cours de l'histoire, les Berbères ont toujours su résister, s'adapter et même diriger. En fait, ce personnage rebelle, fort et fier est encore aujourd'hui un élément essentiel de l'identité marocaine. Mais bien sûr, bien qu'autosuffisants à leur début, des routes commerciales commencèrent à s'ouvrir. Et avec elles, arrivèrent les premiers étrangers qui allaient changer à jamais le destin de ces terres. Et c'est ici que notre histoire continue, car à l'horizon commencent à apparaître des navigateurs très spéciaux, les Phéniciens et, plus tard, les Carthaginois, qui ont apporté avec eux le commerce, la connexion avec la Méditerranée.
et un nouveau chapitre dans l'histoire fascinante du Maroc. 2. L'arrivée des Phéniciens et des Carthaginois, commerce et connexion avec le monde. Ainsi, tandis que les peuples berbères continuaient de dominer les montagnes, les vallées et le désert, un événement commença à se produire sur la côte marocaine. Des voiles blanches apparurent à l'horizon, poussés par les vents méditerranéens. C'étaient les navires d'un peuple audacieux et astucieux à l'âme de commerçants, les Phéniciens. C'est vers 1100 JC que ces navigateurs intrépides, originaires de la région de l'actuel Liban, commencèrent à parcourir les côtes d'Afrique du Nord. Leur mission n'était pas de conquérir, ils ne cherchaient pas à créer des empires, ils cherchaient des routes commerciales, des opportunités d'échange et de nouveaux ports, où leurs navires pourraient accoster chargés de marchandises. Les Phéniciens étaient de véritables maîtres de la mer. À leur arrivée au Maroc, ils découvrirent un emplacement stratégique, riche en ressources naturelles et propice au troc. Ils fondèrent des comptoirs commerciaux qui n'étaient pas à proprement parler des villes, mais plutôt des points d'échange le long des côtes atlantiques et méditerranéennes, comme Lixus, près de l'actuelle ville de Larache, ainsi que Tanger, Rabat et Essaouira. Et que cherchaient-ils ici ? Avant tout des produits très convoités dans l'Antiquité, sel, pourpre, extraite de mollusques, or, argent, ivoire, fourrure, bois précieux, mais aussi produits agricoles. En retour, ils apportaient céramique, textiles raffinés, objets en verre et surtout de nouvelles idées, technologies et connaissances. Mais les Phéniciens ne restèrent pas seuls longtemps. Au fil des siècles, l'une de leurs plus puissantes colonies émergea. Carthage, dans l'actuelle Tunisie. Devenue une puissance navale et commerciale, Carthage prit le contrôle de ses routes et de ses ports. Sous la domination carthaginoise, le commerce s'intensifia encore davantage. Les relations avec les peuples berbères devinrent fondamentales. Il ne s'agissait pas seulement d'échanger des biens, mais aussi des cultures. Les Berbères apprirent de nouvelles techniques de navigation, d'agriculture et d'artisanat. Parallèlement, les Carthaginois adoptèrent de nombreuses coutumes locales. Mais tout ne fut pas que paix et commerce. À mesure que Carthage se renforçait, des tensions surgirent avec d'autres puissances méditerranéennes, notamment les Romains. Et ce conflit allait avoir un impact direct sur le Maroc au cours des siècles suivants. Pourtant, durant cette période, la côte marocaine devient un véritable carrefour, où l'Afrique, l'Europe et la Méditerranée se rencontrent. Cet échange façonnera profondément l'identité du Maroc, qui s'habituera à servir de pont entre les cultures. Et tandis que les voiles phéniciennes et carthaginoises traversaient les mers, de l'autre côté de la Méditerranée, une nouvelle force commença à grandir. Une force qui allait bientôt étendre son pouvoir aux terres marocaines, l'Empire romain. L'histoire continue. Et le Maroc est sur le point de vivre l'un des chapitres les plus fascinants de son passé. 3. L'Empire romain frappe aux portes. Et comme souvent dans l'histoire, lorsqu'un empire s'effondre, un autre s'élève. Et il en fut ainsi. Alors que Carthage était vaincu lors des célèbres guerres puniques contre Rome, les yeux de ce nouveau géant, l'Empire romain, commencèrent à se tourner vers l'Afrique de l'Ouest. Et oui, vers ce qui est aujourd'hui le Maroc. Nous parlons du 1er siècle avant JC, une époque où Rome dominait déjà une grande partie de la Méditerranée. Et bien sûr, elle ne pouvait ignorer l'importance stratégique de ces terres, riches en ressources et en routes commerciales. Tout d'abord, Rome établit des relations avec les royaumes berbères locaux, car oui, à cette époque, le Maroc n'était pas un territoire vide à conquérir. Il existait le puissant royaume de Maurétanie, dirigé par des chefs berbères qui, dans de nombreux cas, étaient des alliés et parfois aussi des marionnettes de l'Empire romain. L'un de ces rois était Juba II, un personnage fascinant. Formé à Rome, ami des empereurs, polyglotte et passionné de sciences et d'art, il connut un véritable essor culturel et économique. Sous son règne, le royaume de Maurétanie connut un véritable essor culturel et économique. Juba II favorisa la construction de villes et l'expansion de l'agriculture et du commerce. Son épouse était Cléopâtre Sélénée,
fille de la célèbre Cléopâtre d'Égypte et de Marc-Antoine. Oui, le Maroc a le sang des pharaons dans son histoire. Mais après sa mort, Rome décida qu'il était temps d'en prendre le contrôle total. Ainsi, en 40 après J.C., l'empereur Caligula ordonna l'annexion du royaume de Maurétanie à l'Empire, le divisant en deux provinces, la Maurétanie tingitane, au nord, ce qui ferait partie du Maroc actuel, et la Maurétanie césarienne, plus à l'est, l'Algérie actuelle. Avec l'arrivée des Romains, le paysage marocain commença à se transformer. Routes, aqueducs, thermes, théâtres, temples et villes impressionnantes furent construits. Le joyau de cette époque est sans conteste Volubilis, une ville que l'on peut encore visiter aujourd'hui et qui émerveille par ses mosaïques majestueuses, ses colonnes, ses arches et ses places. Imaginez des marchands errant dans les rues de Volubilis, vendant de l'huile d'olive, du blé, du vin et des produits exotiques venus du cœur de l'Afrique jusqu'à Rome. Des soldats romains gardaient les frontières, tandis que familles romaines et berbères vivaient côte à côte, mêlant coutumes, langues et traditions. Mais le Maroc ne fut jamais une province entièrement soumise. Les tribus berbères de l'Atlas et du désert n'acceptèrent jamais pleinement l'autorité romaine. À maintes reprises, elles se révoltèrent, attaquèrent les postes frontières et défièrent l'Empire. C'est pourquoi la présence romaine se concentra principalement sur la côte et dans les régions les plus fertiles du nord. Le sud et les montagnes restèrent le territoire des Berbères, fiers et libres. Au fil des siècles, l'Empire romain commença à s'affaiblir. Crises internes, invasions barbares et problèmes économiques épuisèrent ce grand colosse, et peu à peu, Rome abandonna ses provinces les plus lointaines, parmi lesquelles la Maurétanie tingitane. À partir des IIIe et XIVe siècles, la présence romaine s'est estompée. Les villes ont commencé à décliner, les routes commerciales se sont vidées et les forteresses sont tombées en ruine. Mais l'héritage romain n'a pas complètement disparu. Il est resté dans les bâtiments, autrement dit, dans les techniques agricoles et les modes de vie qui, d'une certaine manière, ont survécu. Et tandis que le monde romain s'effondrait, une nouvelle force, une nouvelle idée, une nouvelle foi apparut à l'horizon qui allait changer à jamais non seulement le Maroc, mais toute l'Afrique du Nord et une grande partie de la planète, l'islam. Notre voyage continue et ce qui vient ensuite est tout simplement un tournant historique dans l'histoire du Maroc. 4. L'arrivée de l'islam, un changement profond. L'Empire romain appartient au passé. Les vieilles cités commencent à se taire, les routes commerciales se vident et les anciennes structures s'effondrent. Mais tandis qu'un monde s'efface, dans le lointain désert d'Arabie, quelque chose d'entièrement nouveau émerge. Quelque chose qui changera à jamais le destin du Maroc et du monde entier. Nous sommes au 7e siècle, lorsqu'un homme nommé Mahomet, né à la Mecque, commence à prêcher une nouvelle foi, l'islam. Une religion fondée sur la croyance en un seul Dieu, Allah, et sur la révélation du Coran, un livre qui guide tous les aspects de la vie. L'islam se propage rapidement comme un vent du désert. Il conquiert d'abord toute la péninsule arabique, puis l'Égypte, la Libye et la Tunisie. Et enfin, les sables d'Afrique du Nord commencent à entendre pour la première fois le son de l'adhan, l'appel à la prière. Vers 680 après J.C., les armées arabes traversèrent le monde d'est en ouest, emportant avec elles non seulement l'épée, mais aussi la parole, la foi et une nouvelle façon de comprendre le monde. Mais attention, le Maroc n'était pas un territoire qui se rendait facilement. Les Berbères, si fiers de leur liberté, n'acceptèrent pas immédiatement l'arrivée de ces nouveaux conquérants. Il y eut des rébellions, des guerres et des résistances. Et l'un des noms les plus mémorables de cette époque est celui d'une femme légendaire, Kahina, une reine et guerrière berbère qui lutta farouchement contre l'expansion arabe. Kahina devint un symbole de résistance. Elle mena son peuple depuis les montagnes de l'Atlas et les plaines du Maghreb, affrontant les armées musulmanes pendant des années. Mais, finalement, après sa chute, l'islamisation du Maroc devint inévitable. Mais un événement surprenant s'est produit.
Les Berbères n'ont pas seulement accepté l'islam, ils l'ont profondément adopté. Ils ont adopté la foi, appris l'arabe, mais n'ont jamais abandonné leur identité, leur langue et leur tradition. Ce qui semblait une imposition s'est transformé en une fusion. Très vite, le Maroc devint un carrefour du monde islamique. Des mosquées commencèrent à s'élever, et les connaissances arabes en mathématiques, astronomie, médecine et philosophie commencèrent à atteindre les villes marocaines. Et là, un événement incroyable se produit. Les Berbères, désormais convertis à l'islam, ne se contentent pas de recevoir la foi, ils la propagent. Ce sont eux qui, avec les Arabes, traversent le détroit de Gibraltar en 711 après JC et introduisent l'islam dans la péninsule ibérique, marquant le début de 8 siècles de présence musulmane dans ce qui est aujourd'hui l'Espagne et le Portugal. L'islam n'a pas seulement apporté une religion, il a apporté un nouveau modèle de société, de loi, de culture et d'architecture. Les villes marocaines ont commencé à se peupler de madrasas, écoles, de bains publics, de marchés et de palais. De nouvelles techniques agricoles ont été introduites, comme les canaux d'irrigation, et de nouveaux produits agricoles comme les agrumes, le riz et la canne à sucre. L'arrivée de l'islam marqua la naissance d'un Maroc entièrement nouveau. Ce n'était plus un simple rassemblement de tribus dispersées, mais une terre connectée à un vaste monde qui s'étendait de l'Inde à l'Andalousie. Et c'est précisément au milieu de ce nouvel ordre qu'émerge une figure clé, donnant naissance à quelque chose que le Maroc n'avait jamais eu auparavant, son propre État unifié, souverain et pleinement islamique. L'histoire continue. Et ce qui suit est la naissance de la première grande dynastie marocaine, les Idrisides. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que cette histoire vous captive autant que moi. Alors, arrêtez-vous un instant et vérifiez. Êtes-vous déjà abonné à la chaîne? Si ce n'est pas le cas, faites-le tout de suite. C'est gratuit, ça ne vous coûte rien, mais ça signifie tout pour moi. Et si vous trouvez ce contenu utile, je vous demande autre chose. Partagez cette vidéo avec quelqu'un que vous aimez, avec quelqu'un qui valorise l'histoire, la culture et les racines des gens. Parce que lorsque vous vous abonnez et partagez, vous ne soutenez pas seulement cette chaîne, vous aidez plus de personnes, dans plus d'endroits à travers le monde, à découvrir l'histoire incroyable, inspirante et puissante du Maroc. Restons ensemble, car ce qui va suivre est encore plus fascinant. 5. La dynastie idrisside, le premier État marocain, est né. L'arrivée de l'islam a non seulement transformé la religion de ces terres, mais a aussi jeté les bases d'un avenir bien plus ambitieux, la formation d'un véritable État marocain. Et ce chapitre s'ouvre avec un homme dont le destin semblait écrit par l'univers lui-même, Idriss Ier. Nous étions en 788. Au cœur du monde islamique, l'empire abbasside, dont la capitale était Bagdad, était en proie à des troubles politiques. Idriss, descendant direct du prophète Mahomet, fuyait ces conflits internes après avoir survécu à une révolte sanglante connue sous le nom de bataille de Faj, où sa famille fut brutalement persécutée. Prêt à tout pour sauver sa vie, Idriss se lance dans un voyage épique qui le mène de l'Arabie aux terres lointaines du Maghreb. Il traverse déserts, montagnes et vallées, jusqu'à atteindre un lieu où les échos de l'Empire étaient moins puissants. Le nord du Maroc, un territoire dominé par des tribus berbères qui, bien que déjà musulmanes, restaient politiquement divisées. Là, Idriss n'a pas seulement trouvé refuge, il a trouvé quelque chose de plus puissant, le respect et la confiance des Berbères qui ont vu en lui non seulement un homme pieux, mais aussi un chef capable d'unir les tribus sous une même bannière. C'est ainsi qu'est née la dynastie idrisside, premier État marocain indépendant et souverain, doté d'une identité profondément islamique, mais aussi berbère. Idriss Ier choisit comme capitale un lieu stratégique et fertile, Volubilis, l'ancienne cité romaine qui conservait encore une partie de sa splendeur. De là, il commença à consolider son pouvoir, à propager l'islam et à renforcer l'unité politique de la région. Mais son rêve fut de courte durée.
Il fut empoisonné par des agents envoyés par les Abbassides, qui craignaient que son influence ne prenne trop d'ampleur. Cependant, son héritage ne disparut pas avec lui. Son fils, Idriss II, à peine enfant, fut élevé par les tribus berbères elles-mêmes, qui le protégèrent, l'éduquèrent et le préparèrent à poursuivre la mission de son père. Et lorsqu'Idriss II atteignit sa maturité, il poussa le projet encore plus loin. Il fonda une nouvelle ville qui deviendrait le cœur spirituel, culturel et religieux du Maroc, Fès. Fès n'était pas une ville ordinaire. Depuis sa fondation au IXe siècle, elle est devenue un creuset culturel. Des familles venues d'Andalousie, de Tunisie, du Moyen-Orient et de tout le monde islamique y sont arrivées, apportant avec elles savoir, art, commerce et architecture. L'une des plus anciennes universités du monde y fut construite en 859 et elle fonctionne encore aujourd'hui. L'université d'Al-Qarawiyyin, fondée par Fatima al-Fihri, une femme visionnaire qui comprit que la connaissance était le plus grand bien d'un peuple. Sous les Idrissides, le Maroc commença à consolider son identité. C'était un royaume musulman, certes différent, mais non une extension des empires arabes. C'était un royaume indépendant, aux racines berbères, mais connecté au vaste monde islamique. Mosquées, marchés, palais et madrasas ont commencé à transformer le paysage. Le commerce a prospéré, reliant le Maroc à l'Afrique subsaharienne, à la Méditerranée et au-delà. Cependant, comme c'est souvent le cas dans l'histoire, le temps et les divisions internes commencèrent à affaiblir la dynastie. Les tensions entre les différentes tribus et la pression de nouveaux mouvements religieux et politiques conduisirent progressivement au déclin du pouvoir idrisside. Pourtant, leur empreinte restera à jamais gravée dans nos mémoires. Ce sont eux qui ont posé les bases de ce que nous connaissons aujourd'hui comme le Maroc, un État doté d'une identité propre, d'une fierté, de racines profondes et d'un rôle clé dans le monde musulman et africain. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, car à l'horizon, un nouveau mouvement émerge, celui qui surgira du cœur même du désert, porteur d'une puissance militaire et religieuse qui changera le destin du Maghreb et d'une grande partie de l'Europe. Ce sont les Almoravides, et l'histoire s'annonce encore plus fascinante. 6. Les Almoravides, les gardiens de l'islam et du désert. La dynastie idrisside avait profondément marqué le Maroc, mais les tensions internes et les conflits tribaux avaient une fois de plus fragmenté le territoire. C'était un royaume, certes, mais divisé. Et comme souvent dans l'histoire, dans les moments de plus grande fragmentation, le besoin d'un nouveau leadership, d'un nouvel ordre, se fit sentir. Et celui-ci ne viendrait pas des villes ou des montagnes, mais du lieu le plus inhospitalier et le plus surprenant, le Sahara. C'est au XIe siècle qu'un mouvement religieux et militaire commença à prendre forme dans les étendues infinies du désert. Un mouvement qui allait transformer non seulement le Maroc, mais aussi une grande partie de l'Afrique du Nord et de la péninsule ibérique. Il s'agit des légendaires Almoravides. Mais qui étaient vraiment les Almoravides? C'étaient des Berbères du désert, principalement de la tribu Sanyaya, nomades, robustes, habitués à la vie extrême parmi les dunes et les tempêtes de sable. Leur vie était régie par la foi, la discipline et l'endurance. Tout a commencé lorsqu'un prédicateur nommé Abdullah ibn Yassin est venu dans ces tribus pour leur enseigner un islam plus pur et plus strict, plus conforme aux principes originels du Coran. Il leur a parlé d'unité, de moralité, de justice et de la nécessité de purifier les pratiques qui s'étaient éloignées de la religion. Son message était si puissant, si convaincant, qu'il a rapidement uni les tribus dispersées du désert. Ainsi sont nés les Almoravides, dont le nom arabe signifie littéralement « ceux qui sont dans les ribas », c'est-à-dire dans les forteresses frontalières, protégeant la foi. Mais ils n'étaient pas seulement des moines, ils étaient aussi de redoutables guerriers. Des hommes endurcis par le désert, experts en stratégie, en endurance et en combat. Et très vite, leur mission religieuse se transforma en un projet politique et militaire d'une envergure colossale. Ils ont avancé du Sahara vers le nord, conquérant les territoires marocains un par un.
unifiant les villes et les vallées sous un seul gouvernement et une seule interprétation de l'islam. Et puis, en 1062, ils fondèrent une ville qui allait changer à jamais l'histoire du Maroc. Marrakech, oui, la merveilleuse et dynamique Marrakech, conçue dès ses origines non seulement comme capitale politique, mais aussi comme centre commercial et religieux. Son nom signifie « terre de Dieu ». Depuis Marrakech, les Almoravides ne se contentèrent pas de contrôler le Maroc. Ils se tournèrent bientôt vers le nord, vers Al-Andalus, où les royaumes musulmans de la péninsule ibérique étaient menacés par les armées chrétiennes en pleine reconquista. Les Almoravides traversèrent le détroit de Gibraltar et participèrent en 1086 à la célèbre bataille de Sagrajas, où ils battirent de manière retentissante les troupes chrétiennes et sauvèrent momentanément Al-Andalus de l'effondrement. Mais ils ne restèrent pas de simples défenseurs. Ils prirent le contrôle direct d'Al-Andalus, intégrant les villes de Séville, Grenade, Cordoue et Valence à leur empire. Les Almoravides créèrent ainsi un État qui s'étendait du Sahara, traversant tout le Maroc, jusqu'à une grande partie du sud de l'Espagne et du Portugal actuel. Un empire reliant désert, océan et montagnes. Sous son règne, les routes commerciales transsahariennes prospérèrent comme jamais auparavant. Or, sel, ivoire et esclaves affluèrent de l'Afrique subsaharienne vers la Méditerranée et l'Europe. Les caravanes de chameaux devinrent de véritables autoroutes du commerce et de la culture. Mais comme c'est le cas dans tous les empires, au fil du temps, le pouvoir commença à s'éroder. Les interprétations religieuses rigides des Almoravides entrèrent en conflit avec la diversité culturelle et le progrès intellectuel des cités. De plus, un autre mouvement émergea des montagnes de l'Atlas, encore plus radical, plus réformiste et plus ambitieux, les Almohades. Les Almoravides, malgré leur chute, laissèrent un héritage indélébile. Le Maroc cessa d'être une terre divisée pour devenir un véritable empire, respecté et craint, dont Marrakech était le joyau le plus précieux. Et maintenant, l'histoire nous emmène directement dans l'un des empires les plus puissants que le monde islamique occidental ait jamais connu, les Almohades, qui porteront la grandeur du Maroc à des niveaux qu'ils n'avaient jamais atteints auparavant. C'est Almohades, l'empire de la raison et de la foi. L'histoire avance, et tandis que le pouvoir des Almoravides commence à s'effondrer dans les montagnes de l'Atlas, loin des villes somptueuses, un nouveau mouvement émerge, qui sera encore plus puissant, plus ambitieux et plus révolutionnaire que tous les autres jusqu'alors, les Almohades. Tout commença au milieu du XIIe siècle, avec un homme nommé Ibn Toumar, un berbère charismatique, profondément religieux et de surcroît un réformateur radical. Il voyagea en Orient, visitant Bagdad, la Mecque et d'autres villes saintes, où il acquit une connaissance théologique approfondie de l'islam. Mais à son retour au Maroc, une chose lui apparut clairement. L'islam pratiqué au Maghreb et en Andalousie était selon lui truffé d'erreurs, de déviations et de pratiques non conformes au véritable message du Coran. Il ne se contentait pas de prêcher la foi, il prêchait l'unicité absolue de Dieu, le Tawhid, un concept central de l'islam qui donna son nom à son mouvement, Al-Muwahhidoun, c'est-à-dire ceux qui proclament l'unicité de Dieu. Son discours n'était pas ordinaire, il était fort, direct et sévère. Il prônait la justice, l'égalité et l'élimination de toute forme de corruption, tant religieuse que politique. Il attira rapidement des milliers d'adeptes, notamment parmi les tribus berbères des montagnes. À la mort d'Ibn Toumart, son successeur, un brillant stratège militaire nommé Abd al-Moumin transforma ce mouvement religieux en une véritable armée. Et ce qui avait commencé comme un sermon se transforma en une guerre totale. En quelques années seulement, les Almohades vainquirent les Almoravides, s'emparèrent de Marrakech, leur capitale, et étendirent leur domination sur tout le Maroc. Mais ils ne s'arrêtèrent pas là. Ils traversèrent le détroit et, comme leurs prédécesseurs, s'emparèrent d'Al-Andalus, dominant des villes comme Séville, Cordoue et Grenade.
Mais l'Empire almohade était bien plus qu'une simple puissance militaire. C'était une véritable révolution culturelle et scientifique. Contrairement aux Almoravides, extrêmement rigides et conservateurs, les Almohades étaient, outre leur piété, de grands promoteurs de la philosophie, des sciences, de l'architecture et de la pensée rationnelle. Certains des plus grands esprits du monde islamique ont vécu durant cette période. Citons par exemple le célèbre philosophe et médecin Averroès, Ibn Rushd, qui a révolutionné la pensée européenne avec ses commentaires sur Aristote. Ou encore Maïmonide, penseur juif né à Cordoue qui, sous la domination almohade, a écrit des œuvres encore étudiées aujourd'hui. Les villes regorgeaient de madrasas, de bibliothèques et d'observatoires. Des chefs-d'œuvre architecturaux furent édifiés, tels que la Koutoubia de Marrakech, la Giralda de Séville et la tour Hassan de Rabat, parfaits exemples de la splendeur almohade, avec leur style sobre, élégant et symbolique. Sous son règne, les routes commerciales restèrent actives, reliant la Méditerranée à l'Afrique subsaharienne et l'Atlantique au monde islamique oriental. À cette époque, le Maroc n'était pas seulement un royaume d'Afrique du Nord, il était le cœur d'un empire reliant continent, culture et civilisation. Cependant, tout empire, quelle que soit sa taille, est confronté à des défis. Et les Almohades ne faisaient pas exception. Les pressions internes, les divergences entre les élites religieuses et militaires, conjuguées aux défaites militaires subies dans la péninsule ibérique face à l'avancée des royaumes chrétiens, commencèrent à affaiblir leur pouvoir. La bataille de Las Navas de Tolosa, en 1212, fut la goutte d'eau qui fit déborder le vase. Les forces almohades subirent une défaite catastrophique face à une coalition de royaumes chrétiens. Ce fut un tournant. Dès lors, le déclin fut inéluctable. Les rébellions internes se multiplièrent et petit à petit, le vaste empire commença à se fragmenter. Mais comme l'histoire marocaine nous l'a appris, lorsqu'une puissance tombe, une autre s'élève. Au milieu de ce vide, de la faiblesse de l'empire, une nouvelle dynastie se prépare à prendre les rênes. Guerriers déterminés et audacieux, commerçants avisés et défenseurs de l'islam. Ce sont les Mérinides qui écriront bientôt le prochain chapitre glorieux de l'histoire du Maroc. 8. Les Mérinides, l'essor des arts et de la sagesse. Le puissant empire almohade commençait à s'effondrer, laissant un vide qui, comme l'histoire nous l'enseigne, ne le reste jamais bien longtemps. C'est alors qu'émergea, entre le XIIIe et le XVe siècle, une nouvelle dynastie qui allait écrire l'un des chapitres les plus brillants de l'histoire du Maroc, les Mérinides. Les Mérinides n'étaient pas des inconnus. Berbères appartenant à la tribu des Zenata, traditionnellement nomades, experts en guerre, mais aussi connaisseurs du commerce et des dynamiques politiques de leur époque, ils avaient vu les Almohades s'affaiblir pendant des décennies, et lorsqu'ils voyaient une opportunité, ils la saisissaient. Leur ascension fut rapide et décisive. Au milieu du XIIIe siècle, ils s'emparèrent de la ville de Fès, dont ils firent leur capitale, détrônant Marrakech comme centre du pouvoir politique. Et c'est là que commence une période fascinante. Car bien que les Mérinides fussent des guerriers, ce qui allait véritablement les faire entrer dans l'histoire ne fut pas seulement leur expansion militaire, mais aussi leur engagement résolu en faveur du savoir, de la culture et des arts. Sous son règne, Fès devint un véritable phare de sagesse pour l'ensemble du monde islamique, et même pour le monde entier. Les madrasas, écoles coraniques, prospérèrent comme jamais auparavant. Ces bâtiments d'une beauté exquise, décorés de mosaïques, de stucs sculptés et de bois de cèdre, accueillaient les étudiants pour apprendre non seulement la religion, mais aussi les mathématiques, l'astronomie, la médecine, la philosophie, le droit, la poésie et la littérature. Des madrasas légendaires furent construites, telles que la madrasa Bou Inania, la madrasa Atarine et la madrasa Sarij, qui émerveillent encore aujourd'hui les visiteurs. Il ne s'agissait pas de simples écoles, c'étaient d'authentiques centres de réflexion où les érudits débattaient de l'univers, du corps humain, de l'âme et de la nature.
L'architecture mérinide atteignait une splendeur inégalée. Rues pavées, marchés animés, palais décorés dans les moindres détails, et fontaines qui transportaient l'eau, symbole de pureté et de vie. Les Mérinides ont également renforcé le commerce. Le Maroc est devenu un point clé sur les routes reliant l'Afrique subsaharienne à l'Europe et au monde islamique oriental. Des caravanes chargées d'or, de sel, d'ivoire, d'épices, de soie, de textiles raffinés et de manuscrits partèrent des villes marocaines, parcourant des milliers de kilomètres à travers déserts et montagnes. Cependant, comme dans toute grande histoire, tout n'était pas stable. Les Mérinides étaient confrontés à des défis constants. Leurs tentatives d'intervention et de contrôle des affaires d'Al-Andalus ne se déroulaient pas toujours comme prévu. Malgré quelques succès initiaux, les tensions internes croissantes, les rivalités entre familles nobles et la pression des nouvelles puissances européennes commencèrent à affaiblir le royaume. De plus, les routes commerciales commençaient à changer. Les puissances européennes, comme le Portugal et la Castille, lorgnaient de plus en plus les côtes atlantiques et nord-africaines. Le monde commençait à changer, et avec lui, le destin du Maroc allait changer. Au milieu du XVe siècle, la puissance mérinide commença à s'effondrer. Sa gloire culturelle subsista, ses madrasas, son architecture et son héritage intellectuel survécurent. Mais politiquement, le royaume se fragmenta. Et comme si l'histoire était un cycle ininterrompu, au milieu de ce déclin, une nouvelle force émergea. Une dynastie qui allait non seulement réussir à défendre le Maroc des ambitions étrangères, mais aussi laisser une marque indélébile sur son histoire. Les Saadiens arrivèrent, défenseurs de l'islam, guerriers acharnés et artisans de l'une des périodes les plus fascinantes du Maroc. Si cette histoire vous touche autant qu'elle me touche, je vous demande une faveur très spéciale. Découvrez-la dès maintenant. Êtes-vous déjà abonné à la chaîne? Si ce n'est pas le cas, faites-le maintenant. C'est gratuit et à un clic de vous, mais pour moi, c'est ce qui me motive à continuer à créer ce type de contenu. Et n'oubliez pas d'aimer la vidéo, car lorsque vous aimez et vous abonnez, vous aidez plus de personnes dans plus de coins du monde à découvrir cette merveilleuse histoire marocaine. Ensemble, veillons à ce que l'histoire ne se perde pas, mais qu'elle aille toujours plus loin. Nous continuons. 9. Les Saadiens, défenseurs contre l'invasion européenne. La dynastie mérinide avait laissé un héritage de splendeur culturelle et artistique, mais aussi un royaume affaibli, divisé et vulnérable. Et comme les cycles de l'histoire ne s'arrêtent jamais, le Maroc était sur le point d'entrer dans une phase décisive, car désormais, les menaces ne venaient plus seulement de l'intérieur, mais aussi de l'extérieur. C'était le XVIe siècle. L'Europe vivait son propre éveil, l'âge des grandes découvertes. Portugais et Espagnols sillonnaient les mers, conquérant des territoires et se disputant le contrôle des principales routes commerciales. Et le Maroc, avec sa situation stratégique entre l'Atlantique, la Méditerranée et la porte de l'Afrique, devenait une cible bien plus que tentante. Les puissances européennes commencèrent à s'implanter sur la côte marocaine. Elles fortifièrent des enclaves comme Ceuta, Tanger, Mazagan, aujourd'hui El Jadida, et Agadir, cherchant à contrôler le commerce et les routes vers l'intérieur de l'Afrique. Il semblait que le Maroc allait subir le même sort que de nombreux autres territoires africains tombés sous domination européenne, mais non. C'est là qu'une nouvelle dynastie émergea, née du peuple lui-même et de sa foi, les Saadiens. Une famille qui se réclamait de la descendance directe du prophète Mahomet, ce qui lui conférait non seulement une légitimité spirituelle, mais aussi un immense respect au sein de la population. Leurs origines sont profondément liées au sud du pays, notamment au Sahara et à la vallée du Draa, région où les routes commerciales étaient encore actives. Leur ascension ne fut ni immédiate ni facile, mais peu à peu, les Saadiens unifièrent les tribus, renforcèrent leur armée et s'affirmèrent comme les véritables défenseurs de l'islam et de la souveraineté marocaine. Son objectif était clair:
expulser les envahisseurs européens et unifier le Maroc sous sa direction. Et ils y parvinrent. En 1578, un événement allait marquer à jamais l'histoire du Maroc, mais aussi de l'Europe. La célèbre bataille des Trois Rois. Imaginez le décor. D'un côté, une vaste armée portugaise, commandée par le jeune roi Sébastien Ier, accompagnée de nobles et d'aventuriers européens convaincus de pouvoir facilement conquérir le Maroc. De l'autre, le sultan saadien Abd al-Malik, déterminé à défendre chaque centimètre carré de son territoire. La bataille fut brutale, épique et décisive. Elle se termina par un désastre total pour les Portugais. Les trois rois présents furent tués, Sébastien de Portugal, Abd al-Malik du Maroc et son rival interne, Mohamed al-Moutawakil. Mais la victoire était clairement marocaine. Le Portugal perdit non seulement son roi, mais aussi son indépendance temporaire, rapidement absorbée par la couronne espagnole. Le Maroc, quant à lui, en sortit renforcé, démontrant au monde qu'il n'était pas un territoire facile à conquérir. Après la bataille, le sultan Ahmad al-Mansour, surnommé Al-Mansour le Doré, porta le royaume saadien à son apogée. Et ce surnom n'était pas un hasard. Le Maroc contrôlait les routes commerciales vers l'Afrique subsaharienne, notamment les légendaires mines d'or de Tombouctou et de Gao, dans l'empire Songhai, au sud du Sahara. En 1591, les troupes marocaines traversèrent le désert, une opération considérée comme presque impossible, et vainquirent l'empire Songhai, l'un des plus riches d'Afrique. Cet exploit fit du Maroc une puissance économique, les flux d'or finançant palais, mosquées, écoles et marchés. À Marrakech, la dynastie a construit des joyaux architecturaux comme l'imposant palais El Badi, une merveille que les chroniqueurs ont décrite comme le palais des merveilles, décoré de marbre d'Italie, d'or du Soudan et de bois d'Inde. Cependant, malgré sa puissance, le royaume saadien n'était pas à l'abri des maux qui affligent presque tous les empires, conflits internes, rivalités de succession et épuisement économique dus aux guerres et aux campagnes militaires massives. À la mort d'Ahmad al-Mansour, en 1603, le royaume commença à se fragmenter à nouveau. Les Saadiens restèrent au pouvoir pendant quelques décennies encore, mais leur pouvoir n'était plus aussi fort qu'auparavant. Malgré tout, ils ont laissé un héritage clair. Le Maroc ne serait jamais une colonie européenne. Les Portugais, les Espagnols et les Ottomans ont essayé. Mais grâce à la résistance saadienne, le Maroc a conservé son indépendance face aux grands empires de l'époque. Et comme l'histoire ne s'arrête jamais, au milieu de ce déclin, une nouvelle dynastie émergea. Une dynastie qui, étonnamment, a survécu jusqu'à nos jours. Il s'agissait des Alaouites, l'actuelle maison royale du Maroc, qui allait affronter de nouveaux défis au cours des siècles suivants, mais parviendrait également à entretenir la flamme de la souveraineté marocaine. Eudis, dynastie alaouite, la maison royale qui règne toujours. La chute des Saadiens a laissé le Maroc une fois de plus fragmenté, avec des régions dirigées par des seigneurs de guerre locaux, des conflits intertribaux, des tensions internes et des menaces extérieures de plus en plus présentes, tant du Nord, Europe, que de l'Est, l'Empire ottoman. Il était clair que le Maroc avait besoin d'unité, de stabilité et d'un leadership ferme. Et c'est au milieu de ce chaos qu'est née la dynastie qui, incroyablement, continue de régner aujourd'hui. Les Alaouites, une maison royale au pouvoir depuis plus de 350 ans. Originaire de l'extrême sud du Maroc, dans la région du Tafilaleh, oasis cruciale sur les routes caravanières reliant l'Afrique subsaharienne à l'Afrique du Nord, les Alaouites sont des descendants du prophète Mahomet, ce qui leur a conféré un immense prestige religieux et une légitimité incontestée auprès des populations musulmanes. Le premier grand dirigeant de cette dynastie fut Moulay al-Rachid, qui au XVIIe siècle comprit que la seule façon de sauver le Maroc était de l'unifier par le sang. Et c'est ce qu'il fit. Avec une armée disciplinée, il soumit progressivement les chefs locaux, vainquit les tribus rebelles et consolida son autorité sur l'ensemble du territoire. En 1666, il fonde officiellement la dynastie alaouite,
prenant Fès comme capitale, mais maintenant également Marrakech et Meknès comme centre stratégique. Après sa mort, son frère Moulay Ismaïl, l'un des sultans les plus légendaires et sans doute le plus redouté, lui succéda. Son règne, qui dura de 1672 à 1727, fut l'un des plus longs et des plus sévères de l'histoire du Maroc. Moulay Ismaïl, surnommé le roi guerrier, était un homme au caractère impitoyable. Il consolida les frontières, réprima les rébellions internes et bâtit une puissante armée composée en partie des célèbres Abid al-Bukhari, des soldats esclaves d'origine subsaharienne qui devinrent une force d'élite. Durant son règne, le Maroc a non seulement résisté à la pression des puissances européennes comme la France, l'Espagne, l'Angleterre et le Portugal, mais a même négocié avec elles sur un pied d'égalité. Moulay Ismaïl exigeait le respect, et il l'obtint. Son héritage architectural fut également impressionnant. Il fit de la ville de Meknès une capitale monumentale, entourée de remparts cyclopéens, d'immenses portes fortifiées comme Bab Mansour, de somptueux palais, d'écuries pouvant abriter plus de 12 000 chevaux et d'immenses entrepôts d'eau et de céréales. Meknès fut surnommé le Versailles du Maghreb. Mais comme il est naturel dans l'histoire, après sa mort, le royaume entra dans des périodes d'instabilité, avec des luttes de succession, des coups d'État et des rivalités internes qui, cependant, ne détruisirent jamais la continuité de la dynastie. Au XVIIIe et XIXe siècle, les sultans alaouites ont connu un cycle de diplomatie et de résistance. Tandis que l'Europe s'étendait férocement en Afrique, le Maroc, contre toute attente, a conservé son indépendance politique, devenant le seul pays d'Afrique du Nord à ne pas être complètement colonisé. Cependant, la pression était constante. La France, l'Espagne, l'Angleterre et l'Allemagne convoitaient son territoire. Le Maroc signa des traités, ouvrit quelques ports, et accorda certains privilèges commerciaux, mais défendit toujours sa souveraineté. Bien sûr, le contexte mondial évoluait rapidement. Les puissances industrielles européennes montaient en puissance, et le Maroc devait s'adapter ou succomber. À la fin du XIXe et au début du XXe siècle, le royaume commença à subir d'énormes pressions politiques, économiques et militaires. Les rivalités entre la France, l'Espagne et l'Allemagne ont transformé le Maroc en une sorte d'échiquier diplomatique. Et bien que la dynastie alaouite soit restée à la tête du pays, l'équilibre était de plus en plus fragile. Cette période nous conduit directement au prochain chapitre crucial de l'histoire du Maroc, l'établissement des protectorats français et espagnols au XXe siècle, période durant laquelle le pays, sans perdre formellement sa souveraineté en tant que royaume, est passé sous l'influence et le contrôle de puissances étrangères. Mais l'histoire du Maroc nous a appris une chose: il ne renonce jamais facilement, et ce qui nous attend, c'est une autre lutte épique, celle pour reconquérir l'indépendance. 11. Intérêts européens et pression coloniale. Nous sommes au XIXe siècle, et le monde évolue à une vitesse vertigineuse. Les puissances européennes se sont pleinement lancées dans ce qu'on appelle la course à l'Afrique, une division impitoyable du continent à la recherche de matières premières, de routes commerciales, de territoires stratégiques et de l'expansion de leurs empires. Le Maroc, bien sûr, ne passe pas inaperçu. Sa position est tout simplement enviable, porte d'entrée de l'Afrique, gardien du détroit de Gibraltar, avec des côtes baignées à la fois par l'Atlantique et la Méditerranée, et des routes commerciales reliant l'Europe au Sahara et au-delà. Les puissances européennes, notamment la France, l'Espagne, l'Angleterre et parfois l'Allemagne, considèrent le Maroc comme un élément clé de leur stratégie géopolitique. Mais il y a un point essentiel à comprendre ici. Le Maroc n'est ni un État faible, ni une proie facile. C'est un royaume souverain, doté d'une dynastie puissante, les Alaouites, d'un tissu social et politique complexe et d'une population habituée à résister aux invasions depuis des siècles. Cependant, les défis sont immenses. L'économie marocaine stagne par rapport aux puissances industrielles européennes. La modernisation progresse lentement,
tandis que les Européens exercent une pression par le biais de traités inégaux, de concessions forcées, de prêts qui endettent l'État et, surtout, d'interventions diplomatiques déguisées en aide ou en protection. La tension monte, les Britanniques contrôlent Gibraltar et sont présents à Tanger. Les Espagnols occupent des enclaves stratégiques au nord et au sud, Ceuta, Melilla, Ifni et les îles Canaries. La France, pour sa part, avait déjà colonisé l'Algérie en 1830 et son objectif est clairement de se tourner vers le Maroc, prochain pion de son empire. À l'intérieur du pays, des tensions apparaissent également. On observe des révoltes tribales, une résistance des dirigeants locaux aux tentatives du sultan de moderniser l'armée et l'État, ainsi que des conflits au sein même des élites marocaines qui ne s'accordent pas toujours sur la manière de faire face aux pressions étrangères. Tout au long du XIXe siècle, le Maroc tenta de résister diplomatiquement, jouant un délicat équilibre entre les puissances. Il signa des traités commerciaux, céda de petits territoires côtiers et autorisa la présence de consulats étrangers qui, en réalité, servaient de centres d'influence et de contrôle. L'un des épisodes les plus tendus s'est produit avec la rivalité croissante entre la France et l'Allemagne, conduisant à la célèbre crise de Tanger en 1905, lorsque le Kaiser Guillaume II d'Allemagne lui-même a visité le Maroc et a déclaré son soutien à l'indépendance marocaine. Non pas par amour pour le royaume, mais comme stratégie pour freiner l'expansion française. Les tensions s'exacerbèrent. Les puissances se réunirent à la conférence d'Algésiras en 1906, où il fut décidé, en théorie, de respecter la souveraineté du Maroc. En pratique, cependant, il fut convenu d'un partage d'influence. La France et l'Espagne se partagèrent le contrôle politique et économique du pays, sous prétexte de moderniser leurs institutions et de stabiliser le royaume. Et tandis que les diplomates européens signent des papiers dans les rues du Maroc, dans les montagnes du Rif et dans les déserts du Sud, la population commence à se rendre compte que quelque chose de grand et d'inquiétant se prépare. Le sultan demeure l'autorité officielle, mais son champ d'action se réduit de jour en jour. La France avance depuis l'Est, depuis l'Algérie, tandis que l'Espagne renforce ses positions au nord et au sud du pays. La pression était désormais insupportable. Et finalement, en 1912, l'histoire prit un tournant qui allait profondément changer le destin du Maroc. Le traité de Fès fut signé, faisant officiellement du pays un protectorat français, tandis que le nord, la région du Rif et Tétouan, et une partie du sud restait sous protectorat espagnol. Le Maroc n'a pas perdu son statut de royaume. Son sultan reste sur le trône, mais son indépendance reste très limitée. La France contrôle l'administration, l'économie, l'éducation et surtout les forces armées et les infrastructures. Ainsi commence l'un des chapitres les plus douloureux, mais aussi les plus décisifs de l'histoire moderne du Maroc. La période du protectorat, une période de résistance, de transformation et finalement de lutte pour l'indépendance. Car si le Maroc a démontré quelque chose au fil des siècles, c'est que, même s'il tombe à plusieurs reprises dans l'ombre de plus grands empires, il n'abandonne jamais, ne se rend jamais, et se bat toujours pour retrouver sa liberté. 12. Le protectorat. Le Maroc sous la France et l'Espagne, 1912. La pression des puissances européennes avait atteint son paroxysme. Le Maroc, qui avait résisté aux invasions, à la domination et aux guerres pendant des siècles, se retrouvait désormais pris au piège de l'impérialisme moderne. En 1912, après des décennies de pression diplomatique, économique et militaire, le traité de Fès fut signé, un document qui allait bouleverser l'histoire du Maroc. Ce traité fit du pays un protectorat français, tandis que le nord, la région du Rif, avec sa capitale Tétouan, et la région sud d'Ifni, resta sous contrôle espagnol. Mais que signifie exactement un protectorat? Ce n'est pas une colonie directe, mais ce n'est pas non plus un pays libre. Le Maroc est resté un royaume souverain en apparence, avec à sa tête un sultan, figure religieuse et symbolique. Cependant,
le véritable pouvoir est resté aux mains des autorités coloniales françaises et espagnoles, qui contrôlaient l'administration, l'économie, les forces armées et les décisions stratégiques. Les Français ont établi leur centre de pouvoir à Rabat, qui reste aujourd'hui la capitale du pays, tandis que les Espagnols contrôlaient le nord depuis Tétouan et le sud depuis Ifni et Sidi Ifni. Modernisation forcée, mais pas pour tout le monde. Durant le protectorat, les puissances coloniales ont promu d'importants projets d'infrastructures. Des routes, des voies ferrées, des ports et des bâtiments administratifs ont été construits. Des villes comme Casablanca, Rabat, Marrakech et Fès ont commencé à se transformer avec des quartiers modernes à l'européenne, de larges avenues, des lampadaires, des tramways et des bâtiments art déco et néo-mauresques. L'économie fut également réorganisée au profit de la France et de l'Espagne. Le phosphate, le plomb, le fer et d'autres ressources minérales furent exploités. Des terres fertiles furent en partie confisquées et données aux colons européens, qui s'enrichirent tandis qu'une grande partie de la population marocaine continuait de vivre dans la pauvreté et la marginalisation. Certes, il y a eu une modernisation, mais elle était sélective. Elle n'était pas destinée à bénéficier au peuple marocain, mais plutôt à servir les intérêts coloniaux. L'éducation, par exemple, était limitée et contrôlée, empêchant le développement d'une classe marocaine critique et instruite, capable de s'organiser contre la domination étrangère. La résistance n'est jamais morte. Cependant, comme c'est souvent le cas dans l'histoire marocaine, l'esprit de résistance ne s'est jamais éteint. À peine le traité signé, les soulèvements ont commencé. La plus emblématique fut la guerre du Rif, menée par le légendaire chef berbère Abdelkrim el-Khattabi, brillant stratège et symbole de la résistance non seulement au Maroc, mais dans tout le monde colonial. Entre 1921 et 1926, Abdelkrim et ses forces réussirent l'impossible. Ils vainquirent l'armée espagnole lors de plusieurs batailles, dont la célèbre bataille d'Annual, considérée comme l'un des pires désastres militaires de l'histoire espagnole. Abdelkrim proclama la création de la République du Rif, un État indépendant au nord du Maroc. Craignant la propagation de cette révolte, la France s'associa à l'Espagne dans une campagne militaire conjointe brutale, qui incluait des bombardements massifs et l'utilisation d'armes chimiques. Finalement, en 1926, la République du Rif fut écrasée, mais son exemple resta gravé dans la mémoire de générations de Marocains comme un symbole de dignité et de lutte pour la liberté. Une période de tensions croissantes. Pendant les décennies suivantes, le Maroc a vécu sous la contradiction constante d'être un pays avec un sultan légitime, mais soumis à l'autorité de puissances étrangères. Dans les villes, des quartiers modernes pour les Européens se sont développés, tandis que dans les médinas, les Marocains ont continué à vivre selon leurs traditions, souvent marginalisés des bénéfices de la modernisation. Mais le monde était également en pleine mutation. La Seconde Guerre mondiale affaiblit considérablement les puissances européennes. La France, occupée par l'Allemagne nazie, et l'Espagne, embourbée dans sa propre crise après la guerre civile, n'avaient plus la force de soutenir leurs empires coloniaux. Par ailleurs, des mouvements anticoloniaux émergeaient partout dans le monde. De l'Inde à l'Algérie, les peuples opprimés commençaient à revendiquer leur droit à la liberté et à l'autodétermination. Et le Maroc ne fera pas exception. À partir des années 1940, les mouvements nationalistes marocains prennent de l'ampleur. Intellectuels, commerçants, agriculteurs et chefs religieux commencent à s'organiser, réclamant la fin du protectorat et exigeant ce qui semblait impensable quelques décennies plus tôt, l'indépendance totale du Maroc. Car l'histoire du Maroc a toujours été ainsi, pleine de chutes, certes, mais aussi de soulèvements. Et ce qui allait suivre était l'un des chapitres les plus passionnants et porteurs d'espoir de son histoire moderne. La lutte pour l'indépendance. Et si vous trouvez cette histoire aussi fascinante que moi, je vous demande une énorme faveur. Partagez cette vidéo avec vos amis, votre famille et tous ceux qui aiment l'histoire et les cultures du monde. Donnez un grand « j'aime » à la vidéo.
car cela indique à YouTube que ce contenu vaut la peine d'être regardé. Et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche, car ainsi, vous ne manquerez aucune de ces histoires qui nous inspirent tant. Lorsque vous faites cela, vous ne soutenez pas seulement cette chaîne. Vous aidez cette histoire à atteindre beaucoup plus de personnes, dans beaucoup plus de coins du monde. On continue, car ce qui arrive est encore plus incroyable. 13. La lutte pour l'indépendance. Le XXe siècle avançait et le monde n'était plus le même. Les puissances européennes, qui avaient dominé une grande partie de la planète pendant des décennies, commençaient à voir leurs empires coloniaux s'effondrer. Le Maroc, bien sûr, ne ferait pas exception. Le peuple marocain, qui résistait depuis des siècles aux invasions et à la domination étrangère, regardait avec espoir et détermination ce qui se passait dans d'autres parties du monde. Inde, Vietnam, Égypte, Algérie. Le peuple se soulevait, exigeant quelque chose qui semblait simple, mais qui lui avait été refusé pendant des générations: la liberté. Durant les premières décennies du siècle, sous le joug des protectorats français et espagnols, des mouvements nationalistes émergèrent avec force. Il ne s'agissait pas de simples révoltes spontanées comme par le passé, mais de mouvements organisés, animés par des dirigeants bien formés, des stratégies politiques claires et un rêve commun: reconquérir la pleine souveraineté sur le Maroc. Le manifeste de l'indépendance, 1944. Un moment clé fut la publication du manifeste de l'indépendance en 1944, qui, pour la première fois officiellement et publiquement, appelait à la fin du protectorat et à la reconnaissance du Maroc comme État souverain. Ce document n'était pas une simple lettre. C'était une déclaration d'intention signée par les dirigeants du parti de l'Istiklal, Indépendance, et d'autres secteurs de la société. Il parlait de liberté, de dignité, de souveraineté et de l'urgence de briser les chaînes du colonialisme. Le sultan Mohammed V, qui jusque-là avait joué un rôle plus protocolaire sous le protectorat, commença à se muer en personnage clé. Conscient des sentiments de son peuple, Mohammed V prit clairement position en faveur de l'indépendance, devenant ainsi un symbole d'unité nationale. Son soutien aux nationalistes fut perçu comme une menace directe par les autorités françaises, qui, dans un acte désespéré, commettirent une erreur historique. En 1953, elles décidèrent de déposer et d'exiler le sultan Mohammed V, l'envoyant ainsi que sa famille à Madagascar, l'exil qui a allumé la flamme. Loin d'éteindre la flamme de l'indépendance, l'exil du sultan la raviva comme jamais auparavant. Le peuple marocain déclencha une vague de protestations, de grèves, de sabotages et de rébellions armées, tant dans les villes que dans les campagnes. Pendant ce temps, la résistance armée dans les montagnes du Rif, de l'Atlas et du sud du pays commençait à se renforcer. Des groupes de combattants, connus sous le nom de Moudjahidine, menaient des attaques contre des installations coloniales, perturbaient les lignes ferroviaires, sabotaient les ressources et tenaient les autorités coloniales sous contrôle. La pression interne était insupportable, mais il y avait aussi une pression externe. Le monde entier observait. Des nations comme les États-Unis, qui jouaient désormais un rôle majeur dans l'ordre mondial après la Seconde Guerre mondiale, commencèrent à faire pression sur la France pour qu'elle résolve la situation. La France elle-même était affaiblie. Elle peinait à contenir la sanglante guerre d'indépendance qui avait déjà éclaté en Algérie. Et garder le Maroc sous contrôle devenait de plus en plus coûteux et intenable. L'heure de la liberté. Finalement, dans un acte qui restera dans les mémoires comme l'un des moments les plus passionnants de l'histoire moderne du Maroc, le 16 novembre 1955, le sultan Mohammed V revint triomphalement d'exil. Son arrivée fut accueillie par des larmes, des chants, des drapeaux et une foule nombreuse dans les rues. Le peuple marocain accueillait non seulement son roi, mais aussi le symbole vivant de sa lutte, de sa dignité et de son droit à la liberté. Quelques mois plus tard, le 2 mars 1956, le Maroc signe officiellement les accords mettant fin au protectorat français, retrouvant ainsi sa pleine indépendance.
Un mois plus tard, en avril 1956, l'indépendance du protectorat espagnol fut également signée, consolidant ainsi l'unité du pays, même si certaines questions territoriales, comme celles d'Ifni, de Ceuta et de Melilla, resteraient en suspens pour l'avenir. En 1968, les territoires du Sud sous contrôle espagnol, comme le Sahara espagnol, furent également récupérés, bien que cette question allait générer un conflit qui allait s'étendre sur des décennies. Le Maroc moderne est né. L'indépendance ne se limita pas à un changement de drapeau. Elle marqua le début d'un nouveau projet national. Mohamed V devint le père de l'indépendance, menant les premières étapes de la construction du Maroc moderne, la création d'institutions, la modernisation de l'économie, l'éducation et l'intégration d'un pays enfin maître de son destin. Cependant, comme tout processus historique, les défis ne s'arrêteront pas là. Le Maroc devra faire face à des tensions internes, à des défis de développement, à des défis territoriaux et aux transformations du monde contemporain. Mais une chose était claire, après des siècles de lutte, d'invasion et de résistance, le Maroc était à nouveau un pays libre et souverain, tourné vers l'avenir. Et ainsi l'histoire continue. Car ce qui suit est l'histoire de la façon dont le Maroc se transforme, étape par étape, en un pays moderne, équilibrant ses traditions avec les défis du monde d'aujourd'hui. 14. Le Maroc moderne, entre tradition et progrès. Le Maroc, enfin libre, entrait dans une nouvelle ère. Et si la lutte pour l'indépendance était un énorme défi, ce qui l'attendait n'était pas moins complexe. Construire un pays moderne, uni et prospère, mais sans perdre son essence, son identité et ses racines anciennes. Le protagoniste de cette transition fut sans conteste le roi Mohamed V, père de l'indépendance. Sous sa direction, le Maroc fit ses premiers pas vers la construction d'un État moderne. Sa vision était claire. Il fallait reconstruire ce que le colonialisme avait laissé derrière lui pendant des décennies. L'éducation, la santé, les infrastructures, tout en respectant le riche patrimoine culturel, religieux et social du pays. De Mohamed V à Hassan II, la consolidation de l'État. En 1961, après la mort de Mohamed V, son fils Hassan II monta sur le trône. Avec lui, le Maroc entra dans une période cruciale, caractérisée par la recherche de la stabilité interne et du développement économique, mais aussi par des périodes de fortes tensions politiques. Hassan II a hérité d'un pays jeune et confronté à d'énormes défis. Sa première priorité a été d'unifier le territoire, de renforcer les institutions et de moderniser l'économie. Sous sa direction, la première constitution du Maroc indépendant a été promulguée en 1962, instaurant une monarchie constitutionnelle, avec toutefois une forte concentration du pouvoir entre les mains de la famille royale. Des routes, des ports, des barrages, des écoles et des hôpitaux furent construits. Les villes commencèrent à se développer, mais le défi d'équilibrer le développement urbain avec les besoins des zones rurales, où vivait une grande partie de la population, se posa également. Équilibre entre tradition et modernité. L'une des caractéristiques les plus uniques du Maroc réside dans sa capacité à concilier passé et avenir. D'une part, c'est un pays qui préserve ses traditions ancestrales. La musique andalouse, les marchés animés, souk, l'artisanat, les fêtes religieuses, les langues arabes et tamazight, berbère, et son identité islamique profondément ancrée. D'autre part, Hassan II promeut la modernisation de l'État, l'intégration dans l'économie mondiale, la diversification de ses partenaires internationaux et l'adoption de nouvelles technologies. Cependant, tout n'a pas été facile. Durant les années 1970 et 1980, le Maroc a connu des périodes dites d'austérité, marquées par des tensions politiques internes, la répression des opposants et des luttes pour plus de liberté. Les mouvements de gauche, les syndicats et les organisations de la société civile ont réclamé des réformes démocratiques et une plus grande ouverture politique. La question du Sahara occidental.
L'une des questions les plus sensibles de l'histoire récente a été la question du Sahara occidental. En 1975, après le retrait de l'Espagne du territoire, le Maroc a organisé la célèbre Marche verte, au cours de laquelle 350 000 civils marocains ont traversé pacifiquement le Sahara occidental pour le reconquérir comme partie historique du royaume. Cet événement fut un symbole d'unité nationale, mais aussi le début d'un conflit qui perdure encore aujourd'hui, marqué par des affrontements et des tensions avec le Front Polisario, mouvement qui revendique l'indépendance du territoire. Le Maroc a depuis défendu sa souveraineté sur le Sahara, proposant un modèle d'autonomie sous souveraineté marocaine, tandis que la communauté internationale reste divisée sur cette question. Transformation économique et sociale. Malgré les défis, le Maroc progresse. Dans les années 1990, il a entamé un processus de réformes économiques et politiques plus profondes. Le pays a investi massivement dans les infrastructures, construction d'autoroutes modernes, de trains à grande vitesse comme l'Al-Borak, le premier en Afrique, extension de ports comme celui de Tanger Med, l'un des plus importants du continent, et développement de parcs industriels. Le Maroc s'engage également dans les énergies renouvelables, en construisant dans le désert l'un des plus grands complexes solaires du monde, Nord Ouarzazate, symbole de son engagement en faveur du développement durable. Des secteurs tels que le tourisme, l'industrie textile, l'automobile, avec des usines comme celle de Renault à Tanger et l'agriculture moderne sont valorisés. Le Maroc est ainsi devenu l'un des pays les plus dynamiques économiquement du continent africain. L'arrivée de Mohamed VI, réforme et ouverture. En 1999, après la mort de Hassan II, son fils, l'actuel roi Mohamed VI, monta sur le trône. Il est surnommé le roi des pauvres pour sa proximité avec la population. Son arrivée marqua un changement notable. Elle inaugura une ère de réforme sociale, de respect des droits humains, de modernisation institutionnelle et de libéralisation économique. Un nouveau code de la famille, Moudawana, fut adopté en 2004, améliorant considérablement les droits des femmes en matière de mariage, de divorce et de garde des enfants. L'instance équité et réconciliation a également été créée, qui reconnaît et indemnise les victimes de violations des droits humains pendant les années de plomb, un geste historique de réconciliation nationale. Le Maroc au XXIe siècle, un pont entre les continents. Aujourd'hui, le Maroc est un pays tourné vers l'avenir, un État qui a su devenir un pont entre l'Afrique, l'Europe et le monde arabe, alliant héritage ancien et modernité. Des villes comme Casablanca, Rabat, Marrakech, Tanger et Agadir sont des pôles d'affaires, de tourisme, de culture et de développement dynamique. Parallèlement, le pays préserve son patrimoine. Marchés traditionnels, médinas, kasbahs, fêtes religieuses et traditions berbères font partie intégrante du quotidien. Le Maroc reste confronté à des défis. La lutte contre la pauvreté, le chômage des jeunes, les tensions territoriales et l'équilibre entre développement économique et justice sociale. Mais ce qui est incontestable, c'est que le Maroc n'a jamais cessé d'avancer, de se réinventer, de résister et de tracer sa propre voie. Et comme nous le verrons dans le prochain chapitre, le Maroc n'est pas seulement un pays replié sur lui-même, il est de plus en plus un acteur clé sur la scène internationale, un pont entre les civilisations et un exemple de la façon dont tradition et modernité peuvent aller de pair. 15. Le Maroc dans le monde d'aujourd'hui, un pont entre les continents. Et nous arrivons ainsi au présent. Un Maroc qui a réussi à transformer son histoire millénaire, ses cicatrices et ses victoires, en une plateforme pour l'avenir. Un pays qui se présente aujourd'hui au monde comme un pont entre l'Afrique, l'Europe et le monde arabe, mais aussi comme un phare de stabilité, de développement et de diversité culturelle. Le Maroc a réussi ce que peu de pays dans sa situation ont réussi. Équilibrer la tradition avec la modernité, la foi avec l'ouverture, l'héritage avec l'innovation. Un acteur incontournable en Afrique et dans le monde arabe. Sur le continent africain, le Maroc a réalisé des avancées considérables.
Il a réintégré l'Union africaine en 2017, après des décennies d'absence, consolidant ainsi son leadership sur le continent. Il a signé des accords de coopération économique, énergétique et éducative avec plus de 40 pays africains, devenant ainsi l'un des principaux investisseurs en Afrique subsaharienne. Son influence n'est pas seulement économique. Le Maroc agit également comme médiateur dans les conflits régionaux, promouvant la paix, le dialogue interreligieux et la coopération sud-sud. Dans le monde arabe, le Maroc est considéré comme un modèle de stabilité. Alors que de nombreux pays ont connu le printemps arabe dans un climat de conflit et de chaos, le Maroc a réagi par des réformes politiques, sociales et économiques qui lui ont permis de maintenir sa cohésion et sa stabilité. Allié stratégique de l'Europe et de l'Occident, la position géographique du Maroc n'est ni fortuite ni anodine. Situé à seulement 14 km de l'Espagne, le pays est la porte d'entrée de l'Europe vers l'Afrique et en même temps le premier voisin africain du continent européen. C'est pour cette raison que le Maroc entretient de fortes alliances avec l'Union européenne, l'Espagne, la France, l'Allemagne, mais aussi avec les États-Unis, la Chine et les grandes puissances mondiales. Elle coopère sur des questions clés, telles que la lutte contre le terrorisme, la gestion des migrations, la sécurité maritime, la transition énergétique et le commerce international. Les accords commerciaux permettent au Maroc d'exporter non seulement des combustibles fossiles, des phosphates et des produits agricoles, mais aussi des véhicules, des composants aéronautiques, des technologies, des textiles et des énergies renouvelables. Un géant de l'énergie propre. L'une des plus grandes fiertés du Maroc aujourd'hui est son engagement résolu en faveur des énergies renouvelables. Le pays a compris que l'avenir réside dans un développement durable et respectueux de l'environnement. Le complexe solaire Noor Ouarzazate, en plein désert, est l'un des plus grands au monde. Par ailleurs, le Maroc construit de gigantesques parcs éoliens et des projets d'hydrogène vert, avec pour objectif que plus de 52% de son énergie provienne de sources propres d'ici quelques années. Infrastructures de premier ordre. Les investissements dans les infrastructures se poursuivent sans relâche. Le Maroc possède le premier train à grande vitesse d'Afrique, l'Alborak, qui relie Tanger à Casablanca en un peu plus de 2 heures. Le port de Tanger Med est déjà l'un des plus grands et des plus modernes de la Méditerranée, surpassant même de nombreux ports européens en termes de volume et de technologie. Autoroutes, aéroports, parcs industriels et zones franches se multiplient, attirant les investissements et créant des emplois pour les nouvelles générations. Identité vivante, riche et diversifiée. Malgré ce bond en avant vers la modernité, le Maroc n'a jamais perdu son âme. Il demeure un pays où mosquées cohabitent avec synagogues et cathédrales, où l'arabe, l'amazigh, berbère, le français, l'espagnol et l'anglais se mêlent dans les rues et les marchés. Les villes impériales, Fès, Marrakech, Meknès et Rabat, conservent leur médina dynamique, avec des souks remplis de parfums, de couleurs et de sons qui sont restés inchangés pendant des siècles. La musique, l'art, la gastronomie, les fêtes et les traditions continuent de battre dans le cœur de chaque Marocain, rappelant constamment que leur histoire est leur plus grand atout. Défis du présent et rêves du futur. Certes, le Maroc n'est pas un pays parfait. Il reste confronté à des défis importants. La lutte contre le chômage des jeunes, la pauvreté rurale, les inégalités sociales, la nécessité de poursuivre le renforcement des droits humains et l'éternelle question du Sahara occidental, qui demeure un sujet de débat et de diplomatie internationale. Mais la vérité est que le Maroc a prouvé à maintes reprises sa capacité à se réinventer. Un pays qui a survécu aux empires, aux invasions, aux colonisations et aux révolutions, et qui regarde aujourd'hui vers l'avenir avec la ferme conviction qu'il peut être un modèle de développement, de stabilité et de coexistence au XXIe siècle. Le Maroc est, sans aucun doute, une terre où histoire et avenir marchent main dans la main. Un pont entre les mondes, entre les époques, entre les cultures. Et c'est peut-être là la meilleure définition de ce merveilleux pays. Un lieu
où le passé ne meurt jamais et où l'avenir naît toujours. Et c'est l'histoire du Maroc, une terre qui n'a jamais été facile, un peuple qui n'a jamais eu tout sur son assiette, qui a été convoité, divisé, attaqué, mais qui n'a jamais laissé son âme lui être enlevée. Le Maroc est le reflet de ce que signifie résister, s'adapter et renaître. Car comme ces peuples, vous savez ce que signifie affronter les obstacles, être sous-estimé, être tenté de tomber. Mais vous savez aussi ce que signifie se relever. L'histoire du Maroc nous enseigne que peu importe combien de fois ils essaient de vous renverser, ce qui compte, c'est à quel point vous êtes prêt à vous battre pour qui vous êtes, pour ce que vous aimez, pour votre identité, pour votre avenir. Parce que la vraie liberté ne vous est pas simplement donnée, elle se construit, se défend et se conquiert. Et c'est là la plus grande leçon que nous laisse cette terre indomptable qu'est le Maroc. Et maintenant, je veux avoir de vos nouvelles. Qu'avez-vous pensé de cette incroyable histoire venue du Maroc? Je vous lirai dans les commentaires ci-dessous. Votre avis est extrêmement important, car lorsque vous commentez, YouTube comprend la valeur de ce contenu et le partage ainsi avec davantage de personnes à travers le monde. Et si vous ne l'avez pas encore fait, aimez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. Par ce simple geste, vous contribuez à faire rayonner l'histoire, la culture et le savoir. Merci de faire partie de cette communauté qui aime l'histoire autant que vous et moi.